je m'installe entre deux divas sur un divan. Faut oser quand même. Faut oser, mais 2 des divas, pourquoi pas 4? Mais parce que il n'y a pas de place sur un canapé pour 4. Voilà. Exactement, c'est ça la raison. Ouais. Et je vais vous laisser vous présenter. Bien sûr. Alors moi je m'appelle Flore Phyllis, je suis soprano et j'ai créé ce projet avec Marie Menant ici même. Absolument, donc Marie Menant, mezzo-soprano, et j'ai créé ce projet avec Flore Phyllis depuis 2015. Voilà. Ça fait un moment maintenant qu'on a créé ce projet. Mais c'est le 2e projet. Absolument. Puisqu'il y avait déjà, sinon ça ne serait pas appelé Diva 2. Diva Opus 2. Ouais. Opus 2. Ah oui. Eh bien c'est vrai, il y a eu le premier opus qui a été créé en 2017. Dans lequel on chantait 6 opéras les plus connus et on était déjà des farfelus sur une scène avec des costumes dingues et des perruques folles. Alors vous me dites que c'était les plus connus, alors pourtant moi il me semble quand même que ce qu'on entend là est plus ou moins très connu. Ouais. Hein, c'est le 2e niveau des plus connus. C'est-à-dire qu'au début, pour le premier spectacle, on avait choisi vraiment les 6 opéras les plus joués dans le monde. Allez-y. Alors attendez. La liste je vais faire mon truc. Bon là, vous avez déjà mis La Vie parisienne à la fin, donc on l'oublie. Moi, je mettrais un opéra français. Évidemment, Faust. Oui, pour l'opus 2 en tout cas. Ouais. Oui, mais pour le niveau. Carmen pour l'opus 1. Voilà. Oui, l'opéra le plus joué. C'est le plus joué. Absolument. En France en tout cas, je ne sais pas si c'est dans le monde aussi. Ouais. Voilà. Alors et les autres? Traviata, Don Giovanni, oui. Tosca, Oui. Les Contes d'Hoffmann. Ouais. Ça c'était l'opus 1. Ça c'était l'opus 1. Ouais. Et la flûte enchantée bien entendu. Évidemment. Et pour l'opus 2, Les Noces de Figaro, Rigoletto, Faust, Lucia di Lammermoor et La Vie parisienne. Et ça s'est décidé comment ce choix? Alors toutes les deux. Et avec Manon, notre metteur en scène, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a comme 2e choix on veut toujours démocratiser la musique classique, c'est très important pour nous. Donc prendre des opéras très connus dans lesquels les gens peuvent se trouver des repères. Par exemple, dans Rigoletto, il y a la pub du jambon Aoste. Voilà, tout simplement, on l'appelle d'ailleurs l'ère du jambon. Padam, 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 pam, pam. Donc voilà, on voulait que les gens aient des repères. Dans Lucia di Lammermoor, on a cette air qui est chantée dans le 5e élément par la femme en bleu. En fait, c'est pas vraiment elle qui chante, mais voilà, c'est un air qui est très connu et les gens ont cette référence. Donc voilà pourquoi on a choisi ces opéras pour le 2e et qui sont quand même très connus, mais un petit peu moins que le premier. Moi, je suis entre vous et puis je me dis, il n'y a pas de mec. Ah, enfin. Ah là 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 là. Ça, c'est un vrai choix politique. Non, je rigole. Non. Mais en fait, la vraie histoire de l'opéra, c'était que des hommes sur scène, avec l'histoire des castrats au XVIIe siècle et tout ça. C'était pas forcément une vraie revanche, mais un vrai plaisir de se dire, ok, pour Diva, on a envie que ce soit que des femmes, et à nous, à notre tour, de nous approprier les rôles des hommes. Et j'avoue que c'est très jouissif pour les mezzo-sopranos de jouer les rôles de basse, les rôles de méchants. C'est assez chouette parce que, pour être très honnête, les rôles de mezzo-soprano sont assez limités. Donc, je me suis fait des petits cadeaux dans ces opéras-là. Et puis, honnêtement, on n'avait pas très envie d'engager un ténor dans l'équipe. Dit celle qui a beaucoup côtoyé les ténors. Non. Mais comment passe-t-on justement de l'art lyrique à je dirais ce best-of, puisqu'en fait, il y a dans chaque opéra, vous avez choisi des extraits. C'est pas les intégrales, parce que sinon ça ne pourrait pas marcher pendant. On n'y passe pas, puisque finalement, c'est la même manière de chanter et c'est les mêmes opéras qu'on chante. Donc finalement, c'est juste la découpe qui est différente, mais pour nous, il n'y a pas une grande différence entre chanter ce qu'on pouvait chanter avant en chantant des opéras en entier et chanter ce qu'on chante là, à part qu'on s'amuse beaucoup plus. Ah oui. Mais ça se voit quand on est dans la salle, on voit qu'il y a un petit côté clin d'œil, on se demande si c'est voulu, si c'est pas voulu, mais bon, on rigole quand même et on s'amuse. Ouais. Pour être très honnête, on s'est fait beaucoup de cadeaux dans l'écriture, parce qu'en fait, on chante tout le temps et on est tout le temps sur scène. Autant pour chanter les leads, les plus grands airs, que les petites voix d'accompagnement où on reprend parfois la voix du hautbois, la voix d'un autre instrument qui n'est pas joué par notre quatuor à cordes. Vous parlez d'instruments, il y a aussi des instruments. Ah oui, heureusement. Il n'y a pas que les voix. Ah non, on a un merveilleux quatuor à cordes, donc 2 violons, un alto et un violoncelle. Et les instruments, donc c'est ce que disait Marie, les instruments qui manquent à l'orchestre dans des parties qui sont d'habitude écrites pour orchestre, on les reprend à la voix.
Et on s'éclate. Et vous avez choisi comment cet ensemble? Pour être tout à fait honnête, au début, quand on a choisi ça, on s'est dit qu'est-ce qui se déplace, qu'est-ce qui est pratique. Le piano, c'est lourd, il n'y en a pas toujours partout. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et on s'est dit, un quatuor à cordes, c'est génial, c'est un petit orchestre. Ils ont leur instrument sur leur dos non-stop, donc on peut aller partout avec eux. Et d'ailleurs, on a joué dans des endroits improbables. Ouais. Et c'était aussi parce qu'on était mobile qu'on pouvait se le permettre. Ouais. Où On a joué entre les colonnes d'un temple romain. En Sicile. Incroyable. On a joué sur des chars tirés par des hommes pas très habillés pour un mariage au château de Versailles. Petit mariage. Ah, ça devait être rigolo. C'était fou. Incroyable. Ouais. On a chanté au Royal Albert Hall à Londres. Mais avec un orchestre philharmonique. Avec un orchestre philharmonique. Ouais. On a chanté dans... Le spectacle, je vous interromps, mais c'est le spectacle que vous avez chanté au... Non, c'était pour des événements privés qu'on nous demande, ouais, bien sûr. On a chanté aussi au Violon sur le Sable. C'est un festival qui a lieu à Royan. Il y a 40 000 personnes sur la plage. Ouais. Donc on chantait sur une scène sur la plage. C'était incroyable. On a chanté en haut du Mont Blanc avec André Manoukian pour son festival Cosmo Jazz. Donc on se déplace un peu partout. Et alors la carrière lyrique... dans des opéras, vous l'avez abandonné ou... Ah oui, moi c'est pas du tout mon truc, ça m'intéresse pas du tout. Vous voulez pas mourir à chaque fois, quoi, c'est ça? Non, et puis en fait, dans le métier traditionnel, déjà on fait 3 semaines de répétition pour jouer 5 fois. Moi j'aime faire 5 jours de répétition pour jouer 200 fois. Mais j'adore jouer et pouvoir avec ce projet, on peut se permettre de vraiment de bosser nos rôles, de se dire, d'essayer des nouvelles choses à chaque fois. C'est vraiment un bonheur de pouvoir faire ça. Et puis on a choisi nos collègues, alors que dans un opéra traditionnel, on choisit pas ni les collègues, ni le chef, ni le metteur en scène. Ouais. Là, c'est nous qui avons tout choisi. Et puis en tant qu'artiste, on se met des sacrés challenges. Parce qu'autant quand on était au Montparnasse, on jouait 6 soirs par semaine. Ici, on joue 5 fois par semaine, mais du jeudi au dimanche, avec 2 le samedi. Donc c'est très intense. On est au début du marathon parce qu'on joue jusqu'au 31 décembre. Et ça, c'est en tant qu'artiste, que sportive aussi, c'est un sacré challenge pour nous. Et ensuite, avec Flore, on a choisi de bifurquer sur la voie traditionnelle parce qu'on est aussi productrice de notre spectacle. Et voilà, c'est une double casquette qu'on a et qui est merveilleuse et qui nous fait apprendre, qui nous fait apprendre 1000 choses tous les jours. Par contre, nos autres chanteuses, elles sont encore dans le circuit traditionnel, donc rien n'empêche l'un ni l'autre. Quand vous avez un problème avec une personne qui est pas là, qui est la voix est un peu cassée aujourd'hui, ou je suis pas bien, comment ça se passe? Alors déjà, ça n'arrive pas beaucoup parce qu'on a des machines de guerre. Ouais. La voix est bien plus solide qu'on ne le pense. Je pense que malheureusement, nos études et le stress qu'on nous met en permanence pendant les études de chant lyrique nous font croire que c'est très très fragile, qu'il faut toujours avoir une écharpe et un grog et dormir non-stop. La vérité, c'est que c'est un instrument qui tient très bien. Et donc, dans notre équipe, les gens l'ont compris et on n'a vraiment jamais ce problème. Ouais. Et après... Dans notre boulot de productrice, on a quand même prévu des doublures. Donc justement, cet après-midi, on était en train de former quelqu'un qui va monter ce soir sur scène pour sa première fois avec nous. Donc voilà, on a aussi un vivier et de chanteurs et d'instrumentistes pour le quatuor à cordes qui tourne parce qu'on joue quand même 42 fois à la Nouvelle Ève. Donc voilà, il faut avoir des gens qui sont prêts. Il n'y a que moi qui fais les 42. Ça doit être difficile quand même parce que bon, c'est beaucoup forcer la voix quand même. Alors pas forcé. Non, c'est pas forcé. Non, c'est pas forcé parce que au final, on ne chante que 1h15 par soir. Donc c'est pas non plus énorme. Après, c'est sûr qu'on chante tout le répertoire en 1h15, mais moi je trouve pas ça très difficile. Sur le premier spectacle, personnellement, je faisais La Reine de la Nuit en plus de Traviata, en plus d'Olympia. Là, c'était vraiment intense. Mais sur ce spectacle-là, c'est plus agréable, enfin c'est plus facile vocalement et je pense pas qu'on force la voix. Non, on a prévu aussi des airs et des ambitus qui correspondent à nos voix et à qui on est, donc on va pas faire des choses qui nous mettent en danger. Et jamais. Des boîtes de cortisone en loge, donc s'il y a le moindre souci. Allô docteur. Quand il y a un petit souci, alors vous faites comment? Vous avez les 2 remplaçantes qui sont, les remplaçants qui sont là. On est des warriors. Non. On monte sur scène quoi qu'il arrive. Non, on a eu une de nos chanteuses sur le premier spectacle qui a eu un gros problème gastrique. Et elle a pris la boîte de médicaments et tout s'est bien passé. Après, elle a joué sur scène. Moi, j'admire ça. En même temps, c'est aussi notre métier. Hein, c'est show must go on. C'est vrai qu'on sait que le public nous attend et
on se met en condition pour se dire que quoi qu'il arrive, on est là. Si demain vous en avez marre de chanter de l'opéra, vous feriez quoi? Vous aimeriez faire quel style? Ah, si on continue à chanter, mais en on faisant un autre continue à style. chanter, mais on n'a plus envie de faire de l'opéra, on veut chanter autre Peut-être chose. qu'on ferait des reprises de tubes actuels, et rap, rock et pop En lyrique. Ouais. Peut-être que c'est déjà un spectacle qui est écrit et qui jouera au Festival d'Avignon l'été prochain. Oui, donc là j'ai posé une question sans le savoir, mais j'ai mis le doigt dessus, quoi. C'est ça. Tout à fait. Après, on n'est pas à l'abri de faire un Diva 3 et de continuer le concept parce qu'il y a encore tellement d'opéras qui n'ont pas encore été réduits. Donc tout est possible. Donc qu'est-ce qu'on vous souhaite à aujourd'hui? Vous en êtes à la quoi? 4e, 5e représentation? Là, c'est la 6e ce soir. 6e, Ouais. Eh ben, on nous souhaite de remplir la Nouvelle Ève et qu'on ait un gros succès et qu'on puisse se prolonger Ouais. pour être éligible aux Molières. Allez Ah Merci à toutes les deux. Merci Merci beaucoup. Merci.